vous emmener avec moi dans un autre espace-temps, puisque je vais vous entraîner, on va dire, dans les années 1870, et on va remonter le fil du temps comme ça, à travers l'histoire qui se raconte par les archives. Alors, la première slide, c'est évidemment d'où viennent ces archives et comment elles sont arrivées jusqu'à nous. Et donc ça, on doit rendre hommage aujourd'hui à Elisabeth Rops, qui est donc la petite fille de Félicien, et qui, à la fin de sa vie, a souhaité qui a vécu au château jusqu'au dernier moment de sa vie, et qui a, avec évidemment d'autres personnes qui l'y ont encouragé, et notamment les gens proches du musée Rops, ils ont décidé de créer une fondation, le fonds Rops, Château de Tauzé, qui permet d'assurer la conservation. Alors d'abord d'assurer la sauvegarde du château, c'était évidemment la première des démarches, mais tout ce qu'il contenait, et donc autant les meubles, les immeubles, les terrains, mais évidemment alors aussi les papiers et tout ce qui restait dans le château. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux avoir le plaisir comme archiviste de me plonger dans ces documents et de pouvoir alors vous faire en exclusivité quelques petites découvertes que j'y ai déjà trouvées. Et donc vous voyez ici, c'est Elisabeth Rops devant le buste de Félicien qui est donc installé à la maison communale de Mété. Et donc c'est lors de l'inauguration en 1988 que cette photo a été prise. Donc vous verrez d'autres photos d'Elisabeth plus tard. Et un extrait de son testament où elle met bien qu'elle souhaite créer, elle désigne comme légataire universel la fondation Félicien Rops et qu'elle souhaite que la propriété de Tauzé ne soit pas morcelée et que le mobilier de rez-de-chaussée, tous les tableaux, gravures et livres se trouvant dans la maison ne soient aliénés au moins pendant 50 ans. Donc voilà, donc ça explique évidemment que comme archiviste, ça montre que voilà, si on n'a pas ce genre de démarche, eh bien souvent les archives se dispersent, elles disparaissent, elles sont parfois simplement jetées dans un parc à conteneurs, mais donc ça fait toute la différence quand on peut avoir ce genre de pièces plus tard, on peut raconter l'histoire. Et donc aujourd'hui, je vais donc partir, et donc voilà l'état dans lequel j'ai trouvé les archives la première fois qu'on m'a contacté il y a donc maintenant 1 an. Alors sachant que les archives avaient déjà déménagé, puisque quand le château, donc Elisabeth est décédée en 1906, donc forcément les légataires sont d'abord occupés de la succession et d'essayer de sauver le château, et donc notamment, vous pouvez imaginer que l'entretien du château, rien que pour les toitures par exemple, ça a demandé qu'ils aillent chercher des fonds, ça je ne vais pas refaire toute cette histoire-là, mais donc les archives ont été déménagées à plusieurs reprises, elles ont été à Bruxelles, et puis elles sont revenues à Tauzé, et donc moi quand je les ai trouvées, elles étaient dans une des chambres à Tauzé, dans des caisses à bananes et dans des boîtes. Évidemment, dans ces transferts, il y a pu y avoir des pertes, notamment parce que dans le bâtiment où elles étaient stockées à Bruxelles, c'était dans un grenier, et donc les pigeons sont à un moment fait des implosions. Et donc on a dû se résoudre à, donc ça c'est ce qui m'a été raconté évidemment, on a dû se résoudre à pouvoir éliminer certaines caisses qui étaient trop endommagées. Mais donc ça veut dire qu'il en reste quand même et qu'on peut quand même faire le travail. Et donc sachez que depuis 2022, pourquoi est-ce que maintenant on peut s'occuper des archives? C'est parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a reconnu le fonds Rops comme opérateur d'appui du musée Rops, donc c'est un peu des termes techniques, mais donc ça veut dire qu'avec ça ils ont une subvention qui leur permet alors de pouvoir maintenant se consacrer au projet culturel qui va être développé à Tauzé. Et donc la première des démarches, c'était de se plonger dans ces archives pour pouvoir faire raconter l'histoire de Tauzé et des gens qui ont vécu. Et donc j'ai commencé à traiter ce fonds, alors pas, je suis indépendante, donc je fais ça quelques jours des chantiers, donc j'ai fait ça depuis novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai déjà pu dépouiller l'entièreté, donc de trier toutes les pièces, et donc finalement d'avoir dépouillé tout ce qui concernait la lignée directe de Félicien. Donc c'est pour ça que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a retrouvé encore en lien avec Félicien direct, l'histoire de Paul et de Valentine, son épouse, et de leurs enfants. C'est un peu ça que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors, sur le château, je n'en dirai pas non plus trop, juste de comprendre comment est-ce qu'il est arrivé dans le giron de la famille Rops. Et donc, évidemment, pendant 5 siècles, c'est bien la même famille qui a traversé le temps dans ce domaine. Et donc, d'autres que moi dans
la pièce ici pourrait raconter bien plus de choses sur cette histoire-là, et notamment sur les histoires d'Épaulé. Mais aujourd'hui, je vous fais juste une brève. Mais donc, c'est Colin Henry qui, en 1478, donc ça remonte à très loin, qui a récupéré le château de Tauzé, à l'époque, évidemment, selon les conditions de l'époque. Je ne saurais pas vous en dire plus, parce que là, je n'ai pas les informations dans les archives directes. Mais c'est bien Pierre-Louis Henry qui a pris le nom de Henri de Favreau après avoir relevé le fief des deux Favreau à Tauzé en 1700. Qu'est-ce que je dis? Oui, qui après a continué et donc a pris le patronyme des deux Favreau. Il eut 12 enfants, parmi lesquels Charles-Henri de Favreau, qui devint maire de Mettey et qui fut anobli par Napoléon. Il eut 6 enfants alors, dont Ferdinand et donc Charles-Henri de Favreau eut 6 enfants, dont Ferdinand de Favreau et sa sœur Charlotte, qui est donc la maman de Charlotte Paulet. Et donc Charlotte de Favreau a épousé Théodore Paulet, et eux n'ont eu qu'une fille qui était Charlotte, l'épouse de Félicien. Donc voilà comment on arrive à ce que, donc c'est bien par Charlotte que le château de Tauzé arrive dans la vie de Robes, on va dire, et que donc elle va y habiter, donc elle va en hériter via sa mère, en sachant que son oncle Ferdinand, vivant encore, elle n'a pas habité tout de suite à Tauzé, et notamment pas durant sa vie commune avec Félicien, puisque Félicien, ils sont venus, il est venu régulièrement, il en parle beaucoup dans ses lettres, ici juste 2 extraits de lettres qui en parlent, mais sachez qu'il y venait, évidemment à l'époque où on se déplaçait plus lentement, forcément il y restait plusieurs jours, voire plusieurs mois en villégiature, mais Charlotte et Félicien ont bien habité Namur, ici à la rue Pépin, et puis Bruxelles. Donc dans leur vie commune, Félicien n'a pas, avec Charlotte, il n'a pas habité à Tauzé au sens... voilà, maintenant, quand Charlotte y est retournée au moment de leur séparation, ou un peu avant, quand elle a hérité de sa mère, et donc Félicien et Charlotte s'étant séparés de fait en 1875, forcément, ils n'ont jamais divorcé, donc on ne divorçait pas, et donc il est toujours resté domicilié à Tauzé parce qu'elle habitait Tauzé. Mais donc il faut bien savoir que Félicien a en fait pas vécu, au sens en tous les cas, avec Charlotte, pleinement à Tauzé. Qui a vécu à Tauzé. Donc voilà, donc je suis repartie de Félicien et Charlotte. Évidemment, Charlotte, je vous le dis, au moment de la séparation avec Félicien, ça c'est sûr, elle va se retirer à Tauzé. Et là, il y a déjà beaucoup de choses, donc notamment l'acte dans les archives, je retrouve l'acte des séparations et la liste des biens qu'ils ont partagés entre Félicien et elle. Donc ça, on retrouve ce genre de choses, donc on voit bien que ça, Félicien est bien sous-jacent tout le temps présent. Mais elle a vécu à Tauzé, évidemment, avec son fils Paul. Donc au début, donc au moment de la séparation, Paul avait 17 ans. Donc il va partir faire ses études à Louvain, je vais y revenir. Mais donc c'est essentiellement avec Paul qu'elle va vivre à Tauzé juste après la séparation. Et puis Paul s'établira à Tauzé, lui, quand il épousera aussi Valentine Lefels. Donc eux sont restés en permanence à Tauzé. Et ils ont eu 5 enfants, Jacques, Philippe, Jean, Élisabeth et Pierre. Et donc ça, je vais évidemment, pour chacun, vous donner quelques informations aussi. Mais donc, ils ont évidemment, eux, pleinement grandi, vécu à Tauzé, dans la région de Mettey. Ils ont fait leurs études à Maretsou et dans différentes écoles après, plus tard. Mais ils sont tous les garçons sont passés par la Vieille Maretsou. Ils ont été à l'école à la Vieille Maretsou, par exemple. Et enfin, la dernière aussi, donc au-delà d'Élisabeth et Pierre, évidemment, qui ont été jusqu'à leur fin de vie à Tauzé, la fille de Philippe a aussi grandi à Tauzé parce que Philippe, au moment de la séparation avec sa première femme, va partir vivre au Congo avec sa seconde épouse et il va laisser Daniel, il va laisser à sa mère la garde de Daniel. Donc voilà, je vais y revenir plus tard, mais donc sachez aussi que Daniel a grandi vraiment dans le château de Tauzé aussi, et donc c'est l'arrière-petite-fille de Félicien. Et donc ce sera la dernière qui portera évidemment le nom de Robes. Après la lignée, elle aura 2 enfants, j'y reviendrai, mais forcément le nom de Robes s'éteindra évidemment au sens de porter ce nom par la suite. Donc ça, maintenant, je vais évidemment rentrer dans chacun un peu plus en détail. Et donc, comme je le disais, donc Charlotte et Paul ont vécu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend évidemment sur Charlotte? Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de choses évidemment qui concernent Charlotte. On y trouve évidemment la gestion des biens Tauzé, évidemment, ça lui était adressé à chaque fois Madame Félicien Robes, hein, donc
Ils ne seront pas séparés, ils sont séparés mais pas divorcés, donc elle restera à s'appeler Madame Félicien Rops. Et ici, par exemple, on retrouve beaucoup de correspondances, évidemment, de Charlotte à son fils Paul, quand il fait ses études à Louvain. Donc il a fait des études en droit et en sciences politiques. Et donc là, c'est déjà très touchant de voir, quand on lit quelques-unes de cette correspondance, de voir à quel point elle peut marquer d'abord son amour pour son fils, hein, mon bien-aimé fils, et dès qu'il est parti, elle lui écrit dès votre départ, vous me manquez, etc. Donc elle est très très démonstrative avec son fils dans ses lettres, et elle se plaint évidemment dans celle-ci, par exemple, elle se plaint que les réponses qu'il lui fait sont très courtes. Ben oui, lui étant magicien, il a d'autres, occupations, mais donc voilà, mais c'est très touchant de voir ça, et donc évidemment je n'ai pas le temps comme archiviste de pouvoir lire tout, je voudrais, mais je n'en ai pas le temps. Et le musée, et à juste titre, m'interdisent de les reprendre chez moi le soir pour les lire au coin de mon lit. Mais sinon, je les reprendrai bien pour pouvoir en faire la lecture et le dépouillement. Évidemment, là, ce sera un premier fonds qui devra alors pouvoir être poursuivi par d'autres, de pouvoir dépouiller les lettres de Charlotte à son fils, parce qu'on est donc en 1881, donc c'est quelques années après la séparation effective avec Félicien, et donc peut-être qu'on y retrouvera évidemment des éléments où elle parlerait de son père à Paul, et vice-versa, parce que alors ça c'est évidemment les joies de ce fonds, c'est qu'évidemment on a aussi toute la correspondance de Paul à sa mère, puisqu'il est revenu habiter, sinon on n'aurait pas ça, hein, donc on n'aurait plus ça aujourd'hui, mais à l'époque, souvent on a la correspondance dans un sens, mais on n'a pas régulièrement les réponses. Ici évidemment on pourra faire cette correspondance dans les deux sens. Les lettres de Charlotte à Paul et les réponses de Paul à Charlotte. Donc ça peut vraiment être intéressant pour comprendre le lien qui les unissait eux deux, et aussi peut-être comment ils ont vécu en sachant que Félicien était en Paris et en sachant que Paul avait bien des contacts avec Félicien aussi, mais ça évidemment on ne les a pas ici puisque ça se trouverait, enfin on ne les a pas ici. Il y a bien des correspondances de Félicien à Paul qui sont bien dans les collections du musée et qui ont bien été extraites aussi de certaines de ce fonds-ci, mais là je vous renvoie vers le fonds Rops et les lettres en ligne, parce que là vous trouverez évidemment la correspondance de Félicien à Paul. Mais par contre, ce qu'on n'a pas vraiment, c'est comment Paul, évidemment, échangeait avec son père, puisque là, ce serait à la demi-lune qu'il faudrait aller chercher les archives de cette correspondance-là. Oui, petit détail ici, évidemment, quand je dépouille, je trouve aussi, et ici, ça c'est toujours touchant pour un archiviste quand on tombe sur des petites boîtes comme ça, parce que c'est un peu, quel est le mystère que je vais trouver. Et là, c'est les cheveux, notamment, de Juliette. Donc Juliette était aussi donc, la fille de Félicien et de Charlotte, qui est décédée à 5 ans et demi. Et donc on retrouve ici une petite boîte dans laquelle on trouve cheveux de Juliette avec une petite mèche de cheveux châtains avec un petit ruban. Il y a d'autres mèches de cheveux, dont celle d'Elisabeth et celle de Jacques, donc, et une dent, je crois que c'est une dent de Jacques. Mais donc vous voyez que voilà, ça on peut retrouver aussi dans l'archive, c'est donc aussi une archive, mais évidemment ici, il y a un petit côté sentimental particulier, parce qu'on se dit, ben voilà, cette mèche de cheveux, elle a aussi traversé le temps, et donc c'est toujours touchant. Donc il y en a, voilà, et donc tous ces cheveux étaient rassemblés dans cette petite boîte que j'ai donc bien précieusement gardée. Ici, c'est évidemment, Charlotte était une grande cuisinière, hein, beaucoup savaient qu'elle aimait cuisiner, et donc ici, on a pu retrouver son livre de recettes. Alors, je vous ai mis juste un extrait, mais vous voyez volontairement que les pages de lessive, donc il est fragile, il est vraiment très fragile, et donc ça vaudra la peine à un moment donné, quand on aura le temps de pouvoir retranscrire et peut-être republier ces livres de recettes. Et je trouvais touchant aussi, puisque là je vous ai mis la couverture, donc c'est une couverture matelassée, enfin pas matelassée, mais je ne sais même pas en quelle matière c'est, mais et puis alors dedans un petit mot d'Elisabeth, qui y a mis « Excellente recette de cuisine de ma grand-mère, Charlotte Rops, épouse de Félicien Rops ». Donc voilà, sur un bête bout de papier. Mais donc ça aide aussi à pouvoir, de nouveau, ça c'est intéressant quand on a les descendants qui nous aident, parce que sinon moi je serais tombée dessus, je n'aurais pas su savoir de qui était ce livre de recettes. Et là, entre les gens qui ont vécu à Tauzé, ça aurait pu être Valentine. Et ici, c'est bien daté, en tous les cas, que c'est l'époque de Charlotte. Alors, je passe évidemment à ce que vous attendez peut-être de manière plus détaillée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a retrouvé dans ce fonds qui serait en lien avec Félicien.
sachant, comme je le reprécise, que dans le transfert des archives, l'équipe du musée Robs et tout ça a évidemment déjà repris très vite ce qui correspondait directement. Et donc ça, dans l'inventaire final, on aura aussi évidemment ce qui a été extrait du fonds Robs, mais tout ça est bien conservé du côté du musée, et ça est déjà exposé pour certaines pièces, sont déjà exposées de manière permanente. Mais donc, ici, c'est d'abord une correspondance qui évoque un peu la fin de vie de Robs et en tous les cas son état de santé. Et donc ici, c'est une lettre d'un ami de Paul Robs dont on ne sait pas lire la signature en tous les cas. Et je retrouve beaucoup, c'était vraiment un ami de Paul parce que plus tard, il continue évidemment à avoir un échange avec Paul vraiment tout au long de leur vie, ils sont restés amis. Et là, qui dit à Paul qu'il est allé rendre visite à Félicien dans son atelier à Paris. Et donc on est en 1896. Et il évoque en disant, voilà, je suis content, j'ai été voir votre père dans son atelier, et il évoque son état de santé en disant, il marche avec difficulté et ne s'exprime pas toujours très clairement. Sa lucidité n'est pas la même que je lui ai connue jusqu'au commencement de cette malheureuse attaque. Et donc forcément, Félicien avait fait une attaque cérébrale, alors on ne sait pas précisément en quelle année. Ce qu'on sait en tous les cas, et là c'est que Robs avait fait un testament en 1893, donc ça il est daté, et il est exposé pour l'instant dans l'expo portrait. Donc si vous voulez aller lire, parce que c'est assez, parce qu'évidemment c'est un collectionneur qui l'a prêté pour l'instant au musée. Et donc là, on sait que Félicien avait marqué là son intérêt de vouloir rester et de terminer sa vie auprès des sœurs du Luc, et donc de vivre à la demi-lune jusqu'au bout. Et on sait aussi qu'il avait acheté une concession au cimetière de l'Essonne, donc et il souhaitait être enterré. Donc là, voilà, j'y reviendrai, je ne vais pas tout spolier au fur et à mesure, mais donc ici, on le voit, on est en 1896, donc 1893, il écrit son testament. Donc on ne sait pas précisément à quel moment il a fait vraiment son attaque cérébrale, mais là, en tous les cas, on a une indication qu'en 1896, il perd quand même de ses facultés, en tous les cas, puisque les gens qu'il rencontre voient bien que même s'il est encore présent et qu'il reconnaît les gens et qu'il est encore dans son atelier, voilà, c'est plus la même personne. Autre lettre qu'on retrouve dans le fond, c'est une lettre d'un médecin, le docteur Essier, qui est à Essonne, ou en tout cas dans la région parisienne, et qui écrit à Paul en 1897, mais donc là on est déjà en octobre 1897, et qui lui dit que l'état de santé de son papa se dégrade, et que en tous les cas, il préviendra Paul si l'état de santé se dégrade plus rapidement. Donc ça veut dire que Paul est bien tenu au courant, en tous les cas, ça donne cette indication-là au fur et à mesure. Et l'autre lettre, c'est Léontine du Luc, donc, qui est la compagne, donc la mère de Claire, qui est la demi-sœur de Paul, qui écrit aussi à Paul en 1897 aussi, donc le 24 juillet. Donc vous voyez que les deux lettres, c'est d'abord la suivante, c'est Léontine. Mais donc Léontine exprime là que son père, qu'elle écrit à Paul en disant « Votre père désire vous écrire, mais sa tête n'allant pas très bien, il n'a pas encore eu l'occasion de le faire, mais elle voulait toutefois le rassurer sur la santé de Félicien en disant par ailleurs il va très bien, mais effectivement en disant il ne peut pas vous écrire, mais il en parle en tous les cas. Et donc ça montre qu'en tous les cas, il y a bien des liens entre Paul et du Luc. Et donc il y a d'autres lettres, hein. Ici je ne vous en donne que 2 extraits, mais il y a de Molder, donc qui est l'époux de Claire, qui écrit aussi qu'il y a des échanges avec Paul, qui donnent, et on voit qu'ils essayent de rassurer Paul sur l'état de santé de Félicien. Donc vous allez un peu comprendre après, parce que, voilà, évidemment, sachant que le testament avait été fait, Paul, à un moment donné, enfin, ça c'est une présupposition de ma part, mais je veux dire, en 1898, on retrouve de nouveau dans le fond, donc ça c'est ce que j'ai retrouvé dans le fond d'archives, on retrouve plusieurs jugements, et donc il y a une action en justice qui a été intentée par Paul pour mettre Félicien sous tutelle. Et donc ça peut s'expliquer par l'état de santé et probablement par le testament, sachant que, comme je l'ai dit, de fait, ils étaient séparés, mais Charlotte restait bien l'épouse de Félicien. Et donc Paul défendait aussi les intérêts et de sa mère et les siens en intentant cette action en justice par rapport évidemment au testament. Il est probable en tous les cas. Et donc que dit la première action? C'est, donc là je vous l'ai remis texto parce qu'évidemment c'est une écriture
assez difficile à lire, mais donc Félicien Rops, artiste et propriétaire résident actuellement à la Demi-Lune, mais domicilié au château de Tauzé, donc on le met bien dans l'acte comme quoi officiellement il est toujours domicilié à Tauzé. Commune de Métais, se trouve depuis plusieurs années atteint d'une affection cérébrale qui a fait des progrès considérables depuis quelque temps et qui a réduit M. Rops à un état habituel d'imbécilité, qui le met dans l'impossibilité de diriger sa personne et d'administrer ses biens. Donc évidemment, là, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, oula, ça c'est fort quand même. Hein. Après, rappelons-nous que c'est l'état de l'époque, hein, et que donc forcément, on est dans un autre contexte, hein, on est bien fin du 19e, pardon, et donc forcément, même les termes juridiques que l'on peut employer, voilà, hein, donc la psychologie n'est pas encore passée par là. Hein. Et donc c'est vrai que c'est un peu fort. Et donc le premier jugement date du 25 mai 1898 et il parle de l'organisation d'une réunion d'un conseil de famille. Donc Paul demande à ce qu'on fasse reconnaître, et donc dans la procédure, il est juriste, rappelez-vous, il a fait des études de droit, donc il connaît bien le droit, et donc il demande à ce qu'on fasse reconnaître, et donc la première démarche est d'organiser un conseil de famille. Et donc le premier jugement lui dit, ok, on peut organiser un conseil de famille, allez-y. Ce conseil de famille, donc ça fera l'objet du deuxième document. Alors pour la petite anecdote, évidemment, le conseil de famille, il a lieu ici en Belgique, et Félicien toujours à Paris. Et donc la composition du conseil de famille, pour la lignée paternelle, c'est Émile Rops, négociant domicilié à Namur, qui est un cousin de Félicien, je pense que c'est les cousins de Félicien. Victor Rops, avocat domicilié à Namur aussi, cousin, et Maurice Hopp, avocat domicilié à Namur, cousin. Et dans la lignée maternelle, Emmanuel Mauby, donc c'est de l'autre côté, donc c'est Sophie Mauby étant la mère de Félicien. Donc là aussi, c'est des cousins dans l'autre lignée. Et donc tous ces gens n'ont plus vu Félicien Rops depuis des années. Donc ça, c'est quand même intéressant à voir. Et que dit le jugement? Les membres du conseil de famille déclarent que personnellement, ils n'ont pas vu Monsieur Félicien Rops depuis assez longtemps et que l'avis qu'ils émettent n'est donné qu'à la suite des renseignements qu'ils ont obtenus de tierces personnes, et donc de Paul. Cette déclaration étant faite, le Conseil a délibéré sur la requête qui lui est présentée et à l'unanimité des voix estime que les faits libellés dans la requête sont exacts et qu'il y a lieu de poursuivre la procédure. Évidemment qu'ils ne vont pas aller à l'encontre de Paul. C'est un peu logique. Et donc, le troisième jugement va ordonner, donc suite à ce conseil de famille, le troisième jugement va ordonner qu'on doit interroger maintenant Félicien Rops pour pouvoir acter ou pas qu'il est capable et imbécile ou pas. Et ce jugement est rendu le 25 juillet et il décède un mois plus tard. Donc, on suppose que cet interrogatoire n'a pas eu lieu. En tous les cas, il n'y en a pas de trace. Mais donc, vous voyez que, évidemment, Paul, là, agit évidemment pour les intérêts de sa mère et les siens. Et donc, vous voyez que c'est quand même un peu rocambolesque quand on voit ce volet-ci des archives. Évidemment, on n'a pas l'autre volet de l'autre côté. Par contre, ici, évidemment, au moment de Félicien, du décès de Félicien, donc le 25, hein, c'est le 25, ou le 23, le 23 août 1898, vous voyez quand même dans ici qu'il est mis le service. Donc cet acte de décès, enfin est publié par Madame Félicien Rops et M. Paul Rops. Évidemment qu'on n'évoque pas Léontine Duluc et Claire, hein, donc elles n'apparaissent pas évidemment dans ce faire-part. Il est publié 3 jours après le décès de Rops et il dit le service suivi de l'inhumation provisoire au cimetière d'Essonne a été célébré le 25 août. Donc c'est bien vis-à-vis de leur connaissance ici qu'ils ont publié ça. Et donc très vite, vous allez... Et donc ici à côté, par contre, c'est la facture du cercueil de Félicien, qui est adressée à Madame Rops à la demi-lune, mais qui se retrouve dans le fond d'archives. C'est bien l'original, c'est une copie. Et donc là, ça peut expliquer que, comme c'est quand même... il reste marié, forcément les factures... en tous les cas, c'est Paul, et ça je peux attester que les créances sur les dettes de Félicien sont bien arrivées à Tauzé. Elles sont pas. Alors il y en a peut-être qui sont arrivées à la demi-lune, mais il y en a bien qui sont arrivées ici, des Parisiens qui disaient que Félicien leur devait autant. Et donc forcément, Paul, ça explique que forcément, s'il devait gérer la succession de son père et assumer les dettes de son père, que évidemment il avait intenté, en tous les cas, ça peut le justifier. Et donc ici, vous voyez que la facture, on ne sait pas si elle a été payée par Paul, mais en tout cas, elle se retrouve bien dans le fond d'archives ici. Et enfin,
Très vite s'en est suivi évidemment des hommages de gens dont on retrouve aussi des lettres qui ont été adressées à Madame Félicien Rops et à Paul pour leur présenter les condoléances. Ici, on retrouve une carte de visite d'Auguste Rodin. Donc voilà, évidemment, il n'y a que la carte de visite, il n'y a pas un petit mot avec, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir que ça, il s'est manifesté auprès de Charlotte. Et alors une lettre de Edmond Hanocourt, qui nous en dit plus sur les volontés de Félicien, puisque évidemment le testament, on ne l'a pas officiellement, il est exposé ici, mais il était bien à la demi-lune à l'époque, et qui est quand même intéressant à plus d'un titre, puisqu'il va rappeler à Paul, donc il a écrit en septembre 1878, et il dit « J'apprends par la presse que vous comptez rapatrier le corps de votre père en Belgique. Et donc je me dois de vous rappeler que Félicien Rops m'a exprimé à différentes reprises sa volonté formelle, absolue, de reposer en France, dans ce coin de campagne où il se plaisait à vivre et souhaitait mourir. Il conjure Paul de respecter la volonté du peintre. Je croirais manquer à un double devoir vis-à-vis de lui et vis-à-vis de vous, si je ne vous le rappelais pas. » Et donc là, évidemment, c'est chargé comme correspondance, et on est donc quelques jours après le décès de Rops, et donc ça n'est pas tombé, évidemment, que il est enterré provisoirement à Essonne. Et donc, qu'est-ce qu'il en a été finalement? Et donc, on a la suite de l'histoire, puisque, à force de dépouillement des chemises les unes après les autres, il a donc bien été enterré à Essonne, ça c'est sûr, dans la conception que lui-même, Félicien, avait réservée la maman des sœurs du Luc qui était déjà enterrée, donc c'est à ce moment-là qu'il avait fait l'achat de la concession, et donc voilà, donc il y est bien enterré une première fois là, mais il sera donc exhumé en 1906. Et donc Paul va poursuivre malgré la lettre en tous les cas, et j'imagine que d'autres ont peut-être dit que c'était peut-être pas la meilleure des idées d'aller contre la volonté les dernières volontés de son père. Et donc ils vont le ramener dans le caveau qui est ici à Belgrade, au cimetière de Belgrade, et qui était déjà une concession depuis de longue date pour la famille Paulet de Favreau, Rops Moby et Rops Paulet à Belgrade. Et donc ça veut dire que ça, elle était déjà là, donc ils l'ont ramenée là. Mais ce n'est pas tout. Puisque là, donc ça c'est bien Paul qui a fait la démarche de rapatrier son père à... Mais il faut savoir qu'ils avaient aussi une concession à Mété. Et que donc Valentine, donc l'épouse de Paul, avec son fils, c'est Philippe en tous les cas qui fait les démarches pour elle, a transféré une seconde fois Félicien et tous les membres qui étaient enterrés là-bas. Et ils sont aujourd'hui au calvaire du cimetière de Mété, donc ils sont bien tous revenus là-bas. Mais donc, le pauvre Félicien se retourne dans sa tombe, c'est le cas de le dire, parce que voilà. Mais donc, vous voyez que rien que ça, là, vraiment, c'est bien à double titre que ces volontés n'ont pas été respectées. Et donc, tout ça, évidemment, on le trouve, puisque il y a toute une partie sur les caveaux respectifs et les démarches qui ont été faites en 1935 aussi, là, c'est Philippe, mais Valentine... donc la femme de Paul. Alors je suppose que c'était la volonté de Paul, peut-être, en tous les cas, mais ça, en tous les cas, on voit on retrouve bien les traces de ces deux. Et ici, la photo marque l'anecdote qu'il y a un timbre-poste, donc c'est une carte postale, entre guillemets. Ça, c'est une photo plutôt, mais avec le cachet de la commune de Mété, avec à l'effigie de Félicien, et voilà. Et donc, d'après mes connaissances, et en tous les cas aux Journées du patrimoine avec les gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, me disaient qu'évidemment le caveau ici à Belgrade, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, mais les robes c'est toujours là, mais on me dit qu'il est toujours là, et ça c'est vrai que je n'ai pas encore parlé avec vous, et de voir, mais normalement il n'y a plus de robes dedans. Voilà, mais aussi ça dit, voilà, normalement. Voilà donc sur Félicien, évidemment tout ce qu'on peut dire, mais vous voyez déjà qu'on retrace le fil à travers ce qu'on a pu découvrir dans les archives. Et je terminerai, comme ça après on laissera un peu de place aux questions, quand même par vous raconter les autres. Donc Paul et Valentine, donc ici vous voyez Paul et Valentine au début de la belle photo, le portrait. Et ici, évidemment c'est leur faire-part de mariage. Ils se sont mariés le 8 janvier 1900. Donc eux ont vraiment vécu toute leur vie. Valentine a vraiment vécu à Tauzé aussi jusqu'à la fin de sa vie. Et donc ils ont vécu avec Charlotte.
hein, puisqu'elle est morte en 1929. Donc voilà, donc c'est vrai que et dans la présentation qui vous a été faite, elle disait à Félicien, Charlotte, que je ne vous survivrai pas après vos multiples écarts. Elle lui a comme survécu quasi 30 ans. Hein, c'est quand même comment le dire, aussi de lui rendre quand même, elle y a survécu. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire sur Charlotte, il y a vraiment de quoi dire. Mais donc elle a vécu avec Charlotte et donc avec ses petits-enfants aussi. Charlotte a vraiment connu, donc Félicien n'a pas connu aucun de ses petits-enfants, mais Charlotte, elle les aura tous connus, puisque l'aînée, je vais y revenir, est née en 1901. Mais donc, qu'est-ce qu'on trouve évidemment sur les enfants? Évidemment, là, on trouve beaucoup de choses, puisqu'on peut avoir notamment tous les papiers d'identité, leur carnet, leur passeport, leur carnet militaire, les cartes de visite, les actes de naissance à certains moments, ou le faire-part de naissance. Donc, on trouve beaucoup de choses qui sont en lien, évidemment, avec chacun des enfants. Et aussi des journaux intimes, donc là aussi ça vaudra la peine à un moment de les dépouiller plus en détail, mais il y en a plusieurs qui écrivent, et notamment sur le décès de Charlotte, sur le décès de Paul, et vous allez voir que ce sont des enfants, parce qu'ils deux ont eu un destin tragique, donc on trouve beaucoup de choses sur leur vie en fait respective aux uns et aux autres, et certains racontent vraiment leur quotidien dans ces journées intimes. Évidemment, je l'ai dit, les parcours scolaires, donc ici vous voyez des petits bulletins qui étaient faits par l'abbaye Saint-Benoît de Maretsou, et on trouve pour chacun, pour Philippe, pour Jacques, pour Jean, ils sont tous passés par là, évidemment, et sur Elisabeth, évidemment, aussi beaucoup. Alors, quelques mots pour terminer sur les enfants, sur les petits-enfants, dont deux ont quand même, donc ils étaient 5 au départ, et on se dit, il n'y a qu'une petite fille qui en est sortie, donc, et donc pourquoi on se dit, tiens, c'est marrant qu'il n'y ait pas eu plus de succession. Et donc Jacques, qui est donc l'aîné, né en 1901, est décédé tragiquement en 1935, alors qu'il faisait du vol à voile. Alors du vol à voile à l'époque, c'est du planeur, mais donc c'est le début du planeur, et donc ils étaient très impliqués dans la vie locale à Mété, tant dans la paroisse, hein, donc Elisabeth jusqu'au bout a été à la paroisse de Potoury, mais aussi tous ont vraiment une implication dans les clubs locaux, et donc notamment Jacques au vol à voile, et donc lui il va tragiquement décéder un dimanche après-midi en faisant un vol. Son planeur s'est craché dans la campagne d'Orémont, donc si vous êtes de la région de Mété, et donc il y a bien une stèle qui a été à l'effigie de Jacques, et donc là ça fait partie aussi des étapes qu'on va essayer de retrouver, où est cette stèle au milieu d'un champ apparemment. Donc là j'ai déjà lancé des pistes de gens qui iraient voir pendant l'hiver pour retrouver cette stèle si elle existe encore, mais donc il y a bien une stèle qui a été mise à son effigie, et dans les archives je retrouve, et là je dois vous dire que c'est comme pour la mèche de cheveux, un béret, où il est bien indiqué que c'est le béret qu'il portait le jour où il s'est écrasé, une petite poche, enfin une petite boîte dans laquelle il y a de l'ouate avec le sang de son mari. Ça se retrouve bien dans le fond. Un drapeau, donc voilà, c'est ce qu'on trouve aussi dans les archives. Et donc voilà, donc Jacques, il était vraiment unanimement reconnu, des articles de presse sont parus sur son décès, etc. Mais donc il est mort à 34 ans, donc c'est là très jeune. Et il n'était pas marié à l'époque. Et Jean alors, qui lui est donc, il y a Philippe entre les deux, donc Jean lui a aussi un parcours un peu tragique, puisque lui il est parti à la guerre, hein, donc en 1940, ils ont tous eu un parcours militaire évidemment à l'époque, et donc lui s'est engagé en 1940, et très vite a été fait prisonnier de guerre, et donc a été détenu dans des camps de travail en Allemagne. Mais il écrit, donc il y a une nombreuse correspondance, donc là aussi c'est intéressant de voir, il écrit vraiment quand il peut du camp de travail. Et malheureusement, lui ça n'a vraiment pas de chance. En 1945, les Américains sont déjà arrivés en Allemagne et il a un obus qui tombe sur là où il est et il va sauver, parce qu'ils sont en alerte, il va secourir un de ses amis, de camp qui est au milieu de la cour et qui a trébuché, il va chercher, l'obus leur tombe dessus. Et donc il est décédé vraiment quelques jours après, il rentrait. Et donc évidemment il a été aussi enterré en Allemagne, donc c'est une vie de famille de changer de lieu de repos éternel, puisque lui il a donc été d'abord enterré en Allemagne, et donc ils ont mis 5 ans pour le rapatrier, et ici c'est un extrait des funérailles officielles à Mété, mais donc c'est en 1950, donc c'est 5 ans après son décès, qu'il va donc être rapatrié aussi au cimetière de Mété. Et donc vous voyez que donc Valentine, donc Paul était déjà décédé,
décédée en 28. Mais donc Valentine, quand même, elle a 2 de ses enfants où elle vivait encore qui sont décédés tragiquement. Alors Philippe, qui a probablement est celui qui a tenu le plus de son grand-père, je pense, puisque donc lui, il a quand même eu une vie, parce que les 2 autres, ils n'avaient pas en tous les cas été mariés, voilà, ils n'ont pas eu l'occasion. Philippe, donc, il s'est marié une première fois, donc là, en tous les cas, je n'ai pas pu dépouiller l'entièreté des choses, mais en tous les cas, il se sépare de sa première épouse en ayant Daniel, et très vite, il va laisser Daniel à sa maman et à sa sœur. Alors, je ne sais pas pourquoi, donc ça, je sais que sa première épouse semble avoir eu des problèmes de mœurs après, mais donc ça, c'est plutôt des recherches annexes qui m'ont fait comprendre, parce que je me dis comment ça se fait que on ne parle jamais de la maman et que Daniel a l'air d'être en permanence à Tauzé. Et donc elle va grandir à Tauzé, elle va aller à l'école à Beaumont, elle va faire toute sa scolarité dans la région de Béthès, et elle est décédée en 2018, Daniel, et elle a souhaité revenir aussi dans le caveau à Béthès. Donc ce qui signifie qu'elle avait quand même ces attachements-là, même si elle est partie plus loin, et sinon c'est la dernière, elle est bien enterrée aussi à Béthès, qui sont bien tous rassemblés à Béthès. Et donc, Philippe a été marié une première fois, et puis il va se marier une seconde fois, et il va partir au Congo. Et donc, quelques photos que j'ai pu extraire, donc le fond photo n'est pas encore dépouillé, mais quand même, on voit qu'il vivait bien au Congo, et donc lui est bien parti dans les années 30 ou 40, et donc il a vraiment vécu avant l'indépendance du Congo, et après. Et donc il y a une nombreuse correspondance aussi, où il écrit à ses frères et sœurs, et il écrit vraiment comment ça se passe au Congo. Et donc voilà, donc il a aussi écrit beaucoup, notamment à sa mère, parce qu'on lui a reproché de dire oui, mais Pierre et Elisabeth vivent avec toi à Tauzé, donc moi j'ai le droit à une part outre parce qu'eux vivent à Tauzé. Il a quand même gentiment rappelé dans une lettre Valentine qu'elle élevait sa fille, donc à un moment donné, il veut bien repartir de là, voilà, que c'était juste un retour. Voilà, donc ça fait partie des échanges parfois un peu musclés qu'il y a pu avoir. Il a réclamé sa part d'héritage, etc. Et donc, alors, il a eu 2 petits-fils, Alain et Patrick, donc Daniel et 2 enfants qui sont toujours vivants, donc qui ont maintenant une 60aine d'années. Donc, pour l'instant, voilà, ils sont au courant qu'on travaille sur le fond. Ils sont encore en contact, du moins un, toujours en contact avec le musée. Et d'ailleurs, pour l'arbre généalogique, il a accepté de nous transmettre une photo de son père. Donc, elle a divorcé au moment, Daniel, de son mari. Mais donc, il a accepté de nous transmettre une photo de son papa. Et donc, ils sont toujours, et on sait qu'un a eu aussi une petite fille, qui était, que Elisabeth connaissait déjà, et elle était aussi à l'enterrement de Daniel, la petite fille qui a maintenant une 30aine d'années. Et donc, un des 2 vit sur les îles, au départ sur un bateau. Alors, on ne sait pas très bien s'il vit toujours sur son bateau, mais en tous les cas, il est parti sur les îles. Donc, il y en a un qui habite Bruxelles et l'autre qui est là-bas. Et enfin, je terminerai là-dessus, évidemment, donc Philippe, je vous ai raconté, et donc Elisabeth et Pierre, qui sont évidemment les derniers, mais qui ont en fait tout le temps vécu à Tauzé. Alors évidemment, Elisabeth a fait des études, ils ont beaucoup voyagé, donc ça en retrouve, hein, Pierre aussi, mais leur lieu de domicile a toujours été Tauzé, donc ce qui explique aussi qu'on a beaucoup de choses évidemment là-dessus, et qu'on a chaque fois les correspondances des uns avec les autres. Comme je vous le disais, ce n'était pas que pour Paul et Valentine, et Paul et Charlotte. Valentine aussi, on a toute la correspondance avec ses enfants, Paul a toute la correspondance avec ses enfants, et vice-versa. Et donc ça, c'est assez rare dans un fond de famille de pouvoir voir la correspondance dans les 2 sens. Mais comme ils ont tous leur lieu de vie central a toujours été Tauzé, tout est revenu là, en fait, à un moment donné. Donc voilà, et donc Elisabeth, là, vous la voyez jeune, et un peu dans le jardin de Tauzé, toujours entourée de chiens. Donc ça, il y a beaucoup de photos aussi où on voit donc dans l'arbre généalogique, on avait mis Betch, le chien de Charlotte et Félicien, mais à toutes les générations, ils ont toujours eu des chiens qui les ont accompagnés. Et d'ailleurs, Pierre, là aussi, a encore un petit chien dans les bras. Voilà ce que je peux en dire. J'espère que je suis plus ou moins dans les temps. Évidemment, je pourrais encore en parler des heures. Donc le fond n'est pas fini. Donc là, on est, voilà, vous pouvoir avoir jusque-là, je peux vous raconter. Évidemment, il y a aussi dans ce fond des informations sur la famille Paulet. Donc je sais qu'il y en a certains qui sont très intéressés que je me plonge dans ce volet-là. Sur la famille Muffles aussi, puisque Valentine étant une Muffles, il y a aussi quelques éléments sur ce volet-là. Il y a encore évidemment de nombreuses choses qu'on doit encore retrier pour être sûr de ne pas retrouver. Rien qu'au Journée du patrimoine, j'y suis allée, on m'a remis une caisse qui avait été oubliée dans le déménagement. Je retrouve encore, quand on va à Tauzé, de temps en temps diverses archives, donc tout ça va venir alimenter le fond.
Et après, eh bien voilà, donc l'objectif c'est de terminer le dépouillement, parce que je ne fais pas ça tous les jours, mais d'ici 2025 ou plus tard. Donc le fonds photo doit encore être complètement, lui, inventorié, et le fonds des livres, etc. On va aussi avancer là-dessus en 2024 et 2025, avec notamment Bernadette Bonnier qui est là et qui m'accompagne bien dans ce fonds aussi. Mais donc évidemment, vous le voyez, il y a déjà de nombreuses recherches qui vont pouvoir se faire à travers ce fonds, puisque maintenant, au-delà de Félicien, on va pouvoir mieux connaître aussi la vie des gens qui ont vécu à Tauzé, mais je veux dire de Charlotte, on va pouvoir se replonger aussi et peut-être donner plus de place à Charlotte aussi, puisqu'ici c'est bien son histoire à elle qu'on pourra raconter, le lien qu'elle avait avec ses petits-enfants, parce qu'il y a aussi de la correspondance entre Charlotte et ses petits-enfants quand ils sont jeunes. Donc voilà, donc il y a plein de choses évidemment, et plein de recherches qui vont pouvoir maintenant vivre. Et une autre chose, comme je vous le disais, ils étaient très impliqués dans la vie locale à Métais, et donc notamment à l'Union Motor de l'Entre-Sambre-et-Meuse, donc c'est l'historique du circuit, aujourd'hui Tachini, mais donc 3 des fils Robs ont été présidents de l'Union Motor, et donc à l'époque de Tachini, donc on va pouvoir aussi explorer ces enjeux-là au niveau de l'histoire locale pour Métais, en l'occurrence. Voilà, merci beaucoup.